ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale après justement une petite transition, tout d'abord avec cette très belle chanson de Martino Ngalet, mais également avec nos différents partenaires. On va rappeler également que vous pouvez nous suivre, vous pouvez suivre Vision 4 sur votre tablette, votre téléphone ou smartphone. Vous tapez simplement Vision 4 sur Google Play et vous pouvez nous suivre en direct comme le fait le jeune René, monsieur René qui nous regarde avec son épouse en ce moment du côté de Kondingui. Merci de rester fidèle à la matinale depuis votre tablette. Voilà. Une très belle histoire racontée par Martino Ngalet dans cette chanson. Hein. Oui. C'est quand même bizarre que tu viennes de te séparer avec j'ai failli dire Tanga, comme on dit au quartier, avec ta copine. Et puis après, quelques minutes après, un ami te dit, gars, viens, copine bien chère à la maison. Quand tu arrives chez lui, qui vient te servir? C'est ta copine avec qui tu viens juste de te séparer. Tu réagis comment, Byron, dans ce cas? Je demande d'abord, c'est ta femme. Je pose d'abord la question, parce qu'il peut arriver que je sois le second. Je vais essayer de me rassurer. Depuis combien de temps? Parce qu'il peut arriver que j'ai trahi mon pote avec sa femme. En tout cas, on va y revenir avec Jean-Jacques. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour, Rapi Byron. Bonjour, Sylvain Moncam. Bonjour à tous les téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent, qui sont par exemple transportés par Happy Morning sur Satellite FM, l'émission qui est en ondes en ce moment. Alors ce matin, on célèbre les Charlottes. On va souhaiter bonne fête à toutes les Charlottes et les Marcelines qui sont à l'honneur. On pense naturellement à notre Charlotte internationale, Charlotte Dipanda. Très belle voix, à qui on va dire bonne fête et bien de choses. Ce matin, je pense à une amie, Charlotte Nyama également, à qui je fais un gros coucou ce matin. Toutes les autres Charlottes, peut-être que vous en connaissez certaines. Plus de Marceline, je vais penser à Enganahal Marceline, Madame Époté du côté d'Insimaline qui nous regarde. Et puis notre collègue Norbert-Olivier Baudet, en service à la rédaction centrale de Vision 4, qui souhaite un joyeux anniversaire à sa sœur cadette. Il s'agit de Clarisse Ngossol, qui a un an de plus ce 17 juillet. Jean-Jacques. Une Charlotte Zambita, qui est enseignante dans l'extrême nord. Voilà. Très bien, bonne fête à toutes les Charlottes. On reviendra sur d'autres Charlottes tout à l'heure. Alors on va commencer dans la revue de presse ce matin par un journal, Éco Matin. Éco Matin, le journal spécialisé en informations liées à l'économie et aux finances qui est dans les kiosques ce matin, nous parle abondamment d'économie ce matin avec naturellement les projets structurants et ce bilan suffisamment mitigé selon notre confrère ce matin qui jette également un regard sur l'état de santé de l'économie du Cameroun, cette économie qui fonctionne au rythme du prix du baril du pétrole sur le marché international. Le journal parle également de ce plan d'instructuration structurel avec le Fonds monétaire international, ce qu'il faut attendre derrière ces engagements du Cameroun avec le FMI. Mais l'événement ce jour, c'est justement le 100e numéro d'Éco Matin. C'est d'ailleurs ce chiffre 100 qui barre la une du journal ce matin, qui profite d'ailleurs pour nous tracer un peu son parcours. La presse spécialisée qui commence à prendre corps dans notre pays. Le 100e numéro d'Éco Matin donne par exemple la parole à plusieurs spécialistes et experts des questions de communication sur le comment et le pourquoi, mais notamment la place qu'occupe désormais la presse spécialisée dans le paysage camerounais. Xavier Messé qui parle de l'avenir de la presse spécialisée qui est devant elle dans notre pays. Le directeur des rédactions du groupe L'Anecdote intervient dans ce dossier proposé par le journal Éco Matin pour son 100e numéro. Parole également à Aman Mana, le directeur de publication du quotidien Le Jour, qui parle d'Éco Matin, qui s'est lancé dans un contexte tout à fait difficile. Il explique d'ailleurs le contexte de naissance d'Éco Matin. Parole également à Thierry Ndongowona, le directeur de publication Journal Intégration, qui parle également de cette presse spécialisée. Il dit qu'il est là question de donner un peu plus de parole aux économistes dans les colonnes d'Éco Matin. Thierry Ekouti, le directeur de publication du quotidien de l'économie, journal également spécialisé en économie, qui dit justement qu'ils ont vu juste, lui, le quotidien de l'économie, mais également Éco Matin, compte tenu de ce marché qui s'ouvre devant la presse spécialisée.
spécialisée, notamment la presse économique à travers le 100e numéro d'Écho Matin qui est célébré ce matin. La presse également parle essentiellement de la sortie des évêques d'Afrique centrale au sortir justement de cette conférence, la 11e session, l'Assemblée générale plénière des évêques d'Afrique centrale qui s'est refermée hier ici à Yaoundé au Cameroun. Les évêques se sont dit encore choqués suite au décès de Monseigneur Bala. C'est ce que retient par exemple Mutation ce matin. Dans le communiqué final, les évêques parlent justement du décès tragique de l'évêque de Bafia et du coup, selon notre confrère, puisque l'extrait du communiqué proposé par Cameroun Tribune ce matin rappelle la volonté des évêques d'Afrique centrale tout en présentant justement les condoléances à la grande famille épiscopale du Cameroun, mais pense également que tout devait être mis en marche pour que vérité soit faite autour de ce décès dit-on tragique selon le communiqué des évêques d'Afrique centrale de Monseigneur Bala. Cette affaire qui divise de plus en plus l'Église et on sait également que c'est aujourd'hui en tout cas que l'Église devrait récupérer la dépouille du feu évêque de Bafia. L'Église récupère le col de l'évêque ce jour, affirme également Mutation comme plusieurs autres titres dans les kiosques ce matin, non sans rappeler les communiqués qui ont précédé et qui indiquaient justement dans le cadre de, de cette affaire que les autorités judiciaires et celles chargées des enquêtes également invitaient la grande famille catholique à récupérer justement ce corps, ce qui devrait être fait aujourd'hui selon les informations proposées par Mutation, qui consacre cependant sa grande une à ce qu'il considère comme la boucherie de Kousséri en présentant Jude Roumessi comme le boucher de Kousséri. C'est ce jeune gendarme âgé de 23 ans qui a abattu de sang-froid vendredi dernier son supérieur, le capitaine Ondoa, deux collègues, Bébé et Carole Ndengekebe, ainsi qu'une civile, Virginie Ndjakouda, dans cette affaire qui n'a pas encore dévoilé ses véritables mobiles. Les circonstances du drame sont cependant proposées par Mutation ce matin, qui parle également en termes d'évocation de cette guerre, dont la guerre, le jeu de mots indique justement que nous sommes dans le Septentrion, une région qui connaît la guerre aujourd'hui contre Boko Haram, malheureusement, dont des compagnies dans les escadrons semblent encore régner des guerres dans les guerres. C'est cette évocation qui est proposée justement par Mutation, tout en nous proposant, comme on le voit à partir de la grande une, le boucher de Kousséri. La même affaire, par la une de Guardian Post ce matin, qui parle de ce jeune gendarme justement qui a finalement abattu 4 personnes du côté de Kousséri. Parmi ces 4 personnes, son chef hiérarchique, dans une affaire en tout cas qu'essaye de tisser le Guardian Post, le journal d'expression anglaise, qui est dans les kiosques ce matin, en présentant naturellement la photographie de quelques victimes de ce coup de sang de ce jeune gendarme de 23 ans du côté de Kousséri dans le Logon et Jari, à l'extrême nord du Cameroun, va-t-on le dire. Plusieurs journaux évoquent également cette affaire, tout comme l'affaire aujourd'hui qui parle de notre drame. Ce sont ces 34 éléments du bataillon d'intervention rapide noyés à Dibuncha. On le sait, l'information circule depuis hier, pratiquement autour de 6 heures du matin, date justement de la survenue de ce drame. Le bateau baptisé Moudemba, naufragé avec à son bord plusieurs officiers supérieurs de l'armée et une douzaine de civils. C'est la grande une du bi-hebdomadaire L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Et l'affaire n'est pas du tout anecdotique. D'ailleurs, un communiqué signé du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense resitue encore les circonstances de cet incident. Ce bateau qui a chaviré, 34 éléments. Quelques sources également relayées par L'Anecdote ce matin indiquent qu'on aurait récupéré 3 rescapés dans le cadre de cette affaire qui est également située par notre confrère qui parle également déjà à partir de la vision de la rédaction signée comme d'habitude Xavier Messé, l'affaire Monseigneur Bala, raison et brouillard autour de cette affaire, beaucoup de zones d'ombre selon la proposition faite par le journal L'Anecdote ce matin. On parle également de cette attitude qui divise finalement l'Église catholique. Sur les 5 archidiocèses métropolitains que compte le Cameroun, 4 exigent que toute la lumière soit faite sur la disparition de Monseigneur Bala avant inhumation. Un seul archidiocèse métropolitain estime que pour la paix, il faut inhumer le défunt et s'en remettre à la justice divine. C'est en tout cas la note signée, comme d'habitude, Xavier Messé ce matin
autour de la raison, mais également de ces zones d'ombre nombreuses relativement qui accompagnent cette disparition de l'évêque de Bafia. Parlant justement de ces zones d'ombre, une lecture questionne justement la position des évêques. Ces différentes questions sont soulevées par notre confrère ce matin. Elles sont bien nombreuses. L'Église catholique et les évêques du Cameroun qui disent depuis le 13 juin être convaincus de ce que Monseigneur Bala a été assassiné, mais problème, jusqu'à présent, aucune preuve. Et le journal le rappelle qu'après avoir annoncé justement cet assassinat, Monseigneur Samuel Kleda précisait qu'ils ne sont pas des enfants, ils sont des hommes sérieux. Lorsqu'ils parlent, c'est qu'ils ont des preuves. Jusqu'à présent, aucune preuve présentée. Le journal va encore un peu plus loin en rappelant qu'un médecin évêque était également dans l'équipe qui avait réalisé la première autopsie. Ça veut dire que normalement le clergé devrait avoir des éléments précis, moutus et bouche cousue jusqu'à présent. On parle également de ce vide autour de la communication téléphonique, la dernière réalisée par Monseigneur Bala le 30 juin à 22h47. Rien n'a été dit, tout comme rien n'a été dit autour des 3 lettres adressées au pape, au nonce apostolique et à l'évêché de Yaoundé. Beaucoup de zones, on va le dire, assez sombres aujourd'hui, au point où le journal parle de jeu trouble des évêques autour de cette affaire. L'affaire Monseigneur Bala, à la grande une du quotidien Émergence ce matin, les 80 évêques d'Afrique centrale maintiennent la thèse de l'assassinat selon le décryptage du communiqué final effectué par le quotidien Émergence ce matin, en précisant justement que les évêques d'Afrique centrale ont parlé de mort tragique et du coup le journal conclut en indiquant justement qu'ils sont tous d'accord et parlent tous d'assassinat de Monseigneur Bala, en rappelant aussi que c'est aujourd'hui que le corps devrait être récupéré pour inhumation par la grande famille catholique. Dans les kiosques également, à travers le quotidien Émergence, on note encore quelques questions autour de l'attitude des pouvoirs publics. D'ailleurs, le journal ne passe pas par 4 chemins pour indiquer dans les colonnes, et ces colonnes ce matin, que l'État veut finalement forcer la main à l'Église catholique. On a vu toutes les manœuvres autour de la récupération du corps. Un premier communiqué qui indiquait que le corps était déjà entre les mains de l'Église catholique. L'Église catholique qui réagissait à travers Monseigneur Kleda pour indiquer justement que ce corps n'a jamais été remis à la grande famille catholique. Et puis finalement, les correspondances qui arrivent, qui sont adressées à l'archidiocèse, on va le dire au diocèse de Bafia, finalement rejetées par le vicaire qui parlera justement de la personne indiquée, Abraham Comé, ainsi de suite. Autant d'éléments qui amènent le quotidien Émergence à indiquer que dans cette affaire-là, peut-être que l'État voudrait tout simplement forcer la main à l'Église catholique pour récupérer le corps et procéder à l'inhumation. Sans détour, nous parle cette fois-ci de revendications. On reparle encore de mémorandum et peut-être très bientôt le second mémorandum du Septentrion, le Grand Nord. Et le journal Sans détour nous apprend ce matin qu'à la différence de celui de 2002, le nouveau pamphlet que prépare activement un groupuscule de ressortissants incontrôlés du Grand Nord est essentiellement dirigé contre les élites politiques du Septentrion qui les accusent de trahison, avec en prime une plainte contre l'État du Cameroun pour non-paiement de la pension retraite du feu président Amadou Ahidjo. C'est le journal Sans détour qui consacre justement sa grande une à cette actualité ce matin. Ce mémorandum qui est en préparation. Quels sont les auteurs de ce pamphlet qui est annoncé? On cite par exemple Aboubacar Ousmane Mé, le frère d'Alamine Ousmane Mé, qui dit par exemple qu'un jour les autres nous regarderont aussi décider de comment diriger notre pays. Il est cité par Sans détour ce matin. Le journal parle également de ces institutions finalement qui ne servent pas à grand chose dans notre pays, ces institutions à dissoudre absolument. Le Cameroun fait face à des difficultés économiques et le journal pense qu'il faudrait peut-être dissoudre des institutions telles que le Sénat, la Commission nationale anticorruption CONAC, le Conseil national de la communication, le Conseil économique et social et beaucoup d'autres structures et institutions qui, selon notre confrère, ne servent pratiquement à rien, sinon qu'elles sont devenues tout simplement budgétivores. Le soir, pour sa part, nous parle des difficultés d'un président
d'une organisation syndicale, Zamboa Mougou, finalement déféré à Kondengui depuis quelques heures maintenant. Les dessous de cette arrestation Mani Militari dans cette édition, en pages 3 et 4, justement, comment en est-on arrivé là? On soupçonne Zamboa Mougou de quelques complicités, détournement des deniers publics dans la structure qu'il employait. Il a été déféré du côté de la prison centrale de Kondengui dans les circonstances qui sont rappelées par le petit hebdomadaire Le Soir qui est dans les kiosques ce matin. Un peu plus calme maintenant avec cette coopération qui semble-t-il être en marche entre le Cameroun et la Banque africaine de développement. Le président Groupe BAD est au Cameroun depuis quelques jours maintenant. Il a procédé avec le ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire à la pose la première pierre de construction de cette usine de pied du côté de Lompanga qui devrait permettre de ravitailler en termes d'énergie électrique quelques localités de la région du Soleil Levant. Et du coup, à l'invitation du président de la République, le président du groupe de la Banque africaine de développement effectue une visite officielle au Cameroun. Il a posé dimanche la première pierre de l'usine de pied du côté de Lompanga. C'est la grande une choisie par le quotidien à Capitaux Public ce matin, Cameroun Tribune, qui salue en tout cas l'état de cette coopération entre le Cameroun et la Banque africaine de développement, l'un des bailleurs de fonds de ce projet important de Lompanga, barrage de réservoir d'eau qui est déjà pratiquement fonctionnel, mais également l'usine de pied dont la première pierre a été posée hier du côté de Lompanga. Autre sujet développé par le quotidien Cameroun Tribune ce matin, c'est cette enquête qui a été prescrite par le chef de l'État autour du naufrage d'un bateau logistique du bataillon d'intervention rapide. Le chef de l'État a rapidement réagi également en appelant la mise en place de cette structure chargée de mener des enquêtes sur le terrain. Le quotidien L'Épervier nous rappelle justement que les nouveaux généraux ont reçu leurs attributs en fin de semaine dernière. C'était pratiquement sur le week-end, ce samedi. Des galons aux nouveaux généraux, titre le quotidien L'Épervier en sa grande une ce matin. Ces hommes qui ont été promus par le chef de l'État, et c'est le ministre délégué à la présidente en charge de la Défense, Joseph Betty Assoman, qui présidait la cérémonie de remise de ces attributs à ces nouveaux généraux de l'armée camerounaise. La cérémonie et l'événement qui s'est tenu au quartier général. Un mur de photos est proposé par le quotidien L'Épervier ce matin, qui nous parle également de la situation actuelle du côté de la CRTV, avec une question: pourquoi Charles Ndongo devient un homme à abattre? Est-ce justement parce qu'il a mis en place des mécanismes de lutte contre la corruption, ou alors, dit notre confrère, c'est par rapport aux innovations apportées dans le fonctionnement de la radio-télévision nationale depuis la nomination de Charles Ndongo comme directeur général de cette institution? C'est à lire dans les colonnes du quotidien L'Épervier. Et puis Repère parle santé ce matin avec un bilan totalement négatif. Notre confrère pense justement que ces 10 ans de navigation a vu du côté de la santé publique plusieurs programmes de santé implémentés, des résultats décevants au bout du compte. Sur le gris, André Mama Fouda, le ministre de la Santé publique, qui cherche désespérément une porte de sortie, titre le journal de feu Richard Touna Ombe, qui est dans les kiosques ce matin. Éco-santé parle également santé, avec l'hôpital du district d'Okola, sa grande une, qui, selon notre confrère, manque de personnel et d'équipement. C'est ce qui résulte d'un entretien exclusif accordé au journal par le directeur de l'hôpital du district d'Okola, Dr Charles Dieudonné Zoualang Enama, sur l'état de santé de cette institution sanitaire, justement, qui semble-t-il manquerait cruellement de matériel et de personnel. C'est ce que indique justement Éco-santé, qui est dans les kiosques ce matin et qui nous parle également de la planification familiale récemment lancée au cours d'une conférence de presse par le ministre de la Santé publique, justement, et qui parle de ces 30 millions de condoms consommés par les Camerounais en 2016. 30 millions, justement, de condoms. Le journal parle également du CRASEJ, qui est aujourd'hui, qui affiche 80 médecins formés en chirurgie endoscopique. Autre sujet qu'on va peut-être retrouver, même si on ne verra pas, à cause de quelques problèmes techniques dans la liaison avec Douala, mais on peut aller en kiosque ce matin et trouver le Messager, qui nous parle de la colère, par exemple, l'artiste Richard Bona, qui en veut un peu au pouvoir public, qui pense justement que le régime de Yaoundé a utilisé son nom et son image sans son consentement. C'est la grande une que vous verrez avec le Messager ce matin. Il y a également dans les kiosques le journal Info Matin qui nous parle de ce gendarme qui a abattu son chef hiérarchique, un commandant et 3 autres personnes, dont 2
et gendarmettes, comme on le dit au Cameroun. La nouvelle expression est également dans les kiosques ce matin, nous parle justement des contours de ce qui se fait appeler la tuerie de Kousséri, et le Sahel va plus loin en nous proposant des révélations troublantes autour de cette affaire. Merci, monsieur, pour cette belle lecture des unes proposées par nos amis de la presse ce matin, et justement avec le dernier sujet évoqué il y a quelques instants par vous. On va peut-être revenir, puisque tous les journaux en parlent, le cas de ce jeune homme qui a causé autant de meurtres. C'est vrai que nous sommes encore au niveau des spéculations, qu'est-ce qui pourrait motiver une telle action, un tel acte? Ben, vous savez qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas radicalement se prononcer parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. À travers les réseaux sociaux, circulent par exemple ce que les gens ont appelé les déclarations de ce jeune gendarme, 23 ans, mais rien n'indique qu'il s'agit exactement de ces déclarations. On peut lire une histoire qui, à la fin, est incompréhensible si c'est sur la base de quelques frustrations qu'on peut arriver justement à ces coups qu'on est en train de pleurer aujourd'hui. Ce serait quand même dommage parce qu'on suppose que lorsqu'on fait une formation dans la gendarmerie, il y a une grande partie qui s'appelle self-control, qui appelle les hommes en tenue à beaucoup de maîtrise face à des difficultés. Qu'un gendarme en arrive justement à s'oublier, à se lâcher, à péter un câble comme c'était le cas du côté de Kousséri, je pense qu'il y a quand même des questions qu'on pourrait poser aujourd'hui. Mais on ne peut pas radicalement comprendre ce qui s'est passé, et je pense qu'on ne devrait même pas comprendre parce qu'il y a là une boucherie inexplicable, une tuerie à nul autre pareil, qui ne pourrait pas trouver de justificatif, même si on commence à penser à ce que peut-être qu'il a été pendant longtemps frustré, piétiné, et qu'il y aurait eu violation de son intimité ou du secret médical, ainsi de suite. Mais je pense que la formation que ces gens reçoivent ne devrait pas pousser les gendarmes à cette extrémité. Le problème, c'est que ce n'est pas le premier cas au Cameroun. On en a enregistré il y a de cela quelques mois ou quelques années du côté de Mbalmayo. On a vu également des situations pareilles dans plusieurs brigades de gendarmerie ou des commissariats de police. On se demande à quelle fin finalement utilise-t-on les armes qui sont mises à la disposition de quelques hommes en tenue. Peut-être faudrait-il encore procéder à quelques examens plus profonds avant de recruter les élèves gendarmes et autres. Quelques enquêtes de moralité seraient également utiles dans le recrutement de ces gendarmes et policiers pour peut-être limiter justement ces cas graves. Vous voyez justement que cette situation intervient dans un contexte de guerre. Nous sommes à Kousséri, nous sommes au sommet du Cameroun, à l'extrême nord, pendant que les forces camerounaises doivent être concentrées justement pour protéger notre territoire, éviter les incursions de Boko Haram. Et bien on a enregistré des cas comme celui-là, avec, vous ne pouvez pas imaginer quelle gravité pour les familles qui vivent ça aujourd'hui. Le commandant de cette compagnie, le commandant Ondoa, qui laisse une grande famille ainsi attristée, c'est pratiquement toute la région de Soleil Levant aujourd'hui qui est en train de pleurer cette jeune élite qui s'en va de cette façon-là. Vous avez vu les deux filles gendarmes qui sont parties, ou la tenancière du bistrot d'à côté. Je pense quand même qu'il n'y a pas de raison qu'on enregistre ce genre d'actes, que les gendarmes ou les hommes en tenue de façon globale puissent ne pas respecter les notions justement de self-control qui leur sont inculquées pendant la formation. Décidément, le week-end aura été marqué par l'armée camerounaise, Jean-Jacques, que ce soit de manière triste ou joyeuse. On va parler également de ce naufrage qui s'est également produit dans la région du sud-ouest avec plusieurs personnes, notamment des éléments du BIR qui ont péri. On parle de plus de 27 personnes qui auraient péri dans cette hécatombe-là. Qu'est-ce que... Ben, situation dramatique qu'on ne pourrait que déplorer. On devrait également attendre les résultats de l'enquête prescrite par le chef de l'État pour voir justement si le bateau était en l'état, si le bateau en question avait tous les moyens techniques possibles pour prendre la mer
il y a déjà des réactions des officiels qui parlent d'une mer subitement agitée qui aurait peut-être conduit à ce drame. Les enquêtes sérieuses doivent pouvoir être menées. Et d'autre part, également de la vétusté du bateau. On peut parler de la vétusté, mais cela ne devrait être dit qu'après des résultats de l'enquête. Parce qu'on apprend également que le dit bateau aurait subi des travaux de réfection en 2014. On est qu'en 2017. Quelle est la durée normale entre deux visites techniques concernant justement les navires de cette dimension, de cette taille? Je pense que seule l'enquête pourra nous dire exactement si le bateau n'était pas entretenu, s'il n'était plus en état, s'il y a eu la négligence, s'il y a eu ci ou ça, mais seules les enquêtes pourraient nous dire. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des dizaines de Camerounais qui visiblement ont perdu la vie dans cet incident-là. On devrait d'abord s'arrêter pour porter le deuil et voir finalement s'il n'y a pas eu des négligences de ce côté-là. Je pense qu'il n'y a que les enquêtes pour nous dire, et des enquêtes sérieuses, parce que si elles deviennent complaisantes, et naturellement on ne pourra pas éviter des drames de cette nature, on devrait aller au bout des enquêtes, tirer les conclusions, tirer des leçons pour éviter justement pareil drame. Vous savez que de ce côté-là, les activités ne se sont jamais arrêtées, même si on a l'impression qu'il y a une sorte d'accalmie au niveau de la mer. Le Bi-Delta est fonctionnel 24 heures sur 24. Les opérations de ratissage sont effectuées de ce côté-là. C'est pour cela qu'on a l'impression justement que l'ennemi s'est endormi, les pirates qu'on enregistre soin de ce côté-là se sont calmés. C'est parce qu'il y a ces hommes de nuit comme de jour qui sillonnent, qui travaillent. Et lorsqu'une situation comme celle-là arrive, il faut qu'on tire les véritables conclusions, mais en rappelant justement que le plus important, c'est qu'on n'enregistre plus ce genre de drame. Mais vous savez que le risque zéro n'existe pas. Ça peut effectivement être que la mer subitement a été agitée. Ça peut être des conditions ou des problèmes techniques et autres. Mais le Cameroun doit pouvoir résoudre ce genre de problème à partir justement des bonnes enquêtes, à partir des bonnes visites techniques, à partir des bons résultats, j'allais dire des travaux de réfection ou d'entretien des navires. On va quand même aussi saluer la promptitude des autorités à réagir promptement, rapidement, lorsque les alarmes ont été déclenchées. Pour pouvoir essayer de retrouver rapidement il y a eu quand même 3 personnes, hein, d'après le journal anecdote également ce matin, qui ont pu être sauvées. En tout cas, les enquêtes se poursuivent et puis on espère peut-être que c'est difficile. C'est un lundi difficile, hein. Pourtant le week-end aurait dû être magnifique. Avec la remise des attributs assez généraux. Normalement, ça devrait être un week-end de grande célébration. J'ai vu également la fin de la conférence des évêques, une grosse mobilisation du côté de Volier. Il n'y avait pas d'espace de ce côté-là, véhicules, parking et autres étaient abondamment, j'allais dire que ces évêques-là repartent du Cameroun avec quand même une bonne image de cette mobilisation autour de la nécessité de marquer le cuménisme, le dialogue interreligieux, parce que la thématique retenue justement pour cette mobilisation des évêques d'Afrique centrale est importante, aller tendre vers un véritable dialogue interreligieux aujourd'hui, parce qu'il ne sert plus à rien d'avoir des familles religieuses qui, j'allais dire, se poignardent pratiquement, qui ne vont pas dans le même sens. Si on assoit des bonnes techniques de dialogue interreligieux, vous verrez justement qu'on évitera beaucoup de problèmes. Et vous avez beaucoup écouté l'archevêque de Bangui à travers la radio nationale, parce que ce pays-là a connu des problèmes à cause de l'absence de dialogue interreligieux, où on a vu comment les familles religieuses ont commencé à se déchirer, des catastrophes ont été enregistrées, et l'archevêque de Bangui et le grand imam de Bangui ont pris sur eux justement de se mettre ensemble pour essayer de mener la médiation et calmer la situation de ce côté-là. On les a vus à Bangui sur place, on a vu les voyages qu'ils ont effectués à Paris et partout pour essayer d'appeler les familles religieuses à regarder dans le même sens. Même parce si certaines obédiences religieuses disent n'avoir pas été invitées. Oui, on peut. Le problème c'est au Cameroun. Le problème c'est que officiellement on a 47 églises reconnues par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Donc le fichier affiche 47. Dans ces 47-là, il y a des familles qui se regroupent. Peut-être qu'on a invité en fonction des grands
regroupements familiaux, mais on ne pouvait pas aussi inviter tout le monde. Il faut quand même qu'on se fie à une certaine représentation ou une certaine représentativité. Il y a effectivement des groupes qui disent n'avoir pas été invités et qui aurait été utile justement que tous ces groupes-là soient invités, mais il y en a qui n'ont pas d'adresse véritable. Il y en a qui ont créé des sous-familles religieuses. C'est-à-dire qu'on autorise l'église Dieu frappe à la porte, mais cette église Dieu frappe à la porte va également créer Dieu frappe à la porte bis. Allons-nous inviter justement ceux-là alors qu'ils n'ont pas une existence légale selon le ministère de l'administration territoriale? C'est un peu compliqué. Je pense qu'à partir de ce moment-là, vous voyez que la critique est très facile, mais ce n'était pas possible d'avoir d'abord les 47 familles religieuses pour cette conférence-là. Et maintenant, si on pense qu'on est plus de 200 ou 300 familles religieuses au Cameroun aujourd'hui, je préfère appeler ça poliment familles religieuses, il n'était pas possible d'avoir tout le monde. Mais on a également vu qu'il y en a qui appliquent un certain radicalisme, qui disaient qu'ils ne peuvent pas s'asseoir avec ceux-là, que ce n'est pas possible que nous, considérés comme des grands, on puisse s'asseoir avec ces petits qui en fait ne sont que les tapeurs de tam-tam et en tout cas les bons harangueurs de foule, ainsi de suite. Donc il y a un certain radicalisme qu'il faut aussi combattre. Le problème est à la base, a dit, comment en est-on arrivé à ce fractionnement de l'Église ou des églises? C'est là-bas qu'il faut interroger. Il ne faut pas s'attarder sur les conséquences. Il y a les causes qu'il faut examiner. Ce n'est pas utile aujourd'hui de dire qu'on ne peut pas s'asseoir, mais parce que lorsque vous regardez le nombre de personnes qui se rendent à ces temples régulièrement ici, on a même peur que de moins en moins on retrouve des gens dans les églises catholiques, par exemple, les chapelles, mais ces églises réveillées-là, il y a des autobus qui transportent les fidèles. Vous allez au Carrefour, je crois c'est à Hawaï, c'est impossible de circuler là-bas le dimanche parce qu'il y a une famille religieuse là-bas qui, lorsque c'est la sortie du culte, c'est impossible de circuler. Donc il y a des questions fondamentales qu'il faut interroger et je vais saluer la rédaction de Vision 4 qui a fait un dossier toute cette semaine sur ce qui a influencé, ce qui peut être tiré comme leçon, j'allais dire, un peu du recul, même si les chrétiens catholiques, les responsables n'aiment pas ces mots-là, de l'Église catholique, on pense qu'il y a quand même un peu une perte de terrain et d'espace. Ils ne veulent pas le dire, mais si on fait un tour, on verra quand même que c'est évident que l'Église catholique, par exemple, est en train de perdre de l'espace. Comment faire pour ramener tout le monde dans cette maison qui connaît quand même de gros scandales? Eh bien, l'équation est bien difficile. Voilà. Merci Jean-Jacques. On va dire bonjour à tout le personnel de l'imprimerie nationale. C'est vrai qu'il est signalé qu'ils auront le salaire du mois de juin, mais ils ont tenu quand même encore à faire grève ce matin. Ils seront tous devant le Premier ministère ce matin. Peut-être qu'ils vont être entendus, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs aérés de salaire et d'autres des conditions, l'amélioration de certaines conditions de travail. Si je dois nous poser une question juste à votre entrée, je ne sais pas si c'est à vous, comment vous pourriez agir. Vous venez de vous séparer avec votre petite, la meilleure petite, et puis un pote vous dit, Jean-Jacques, tu es où là? Tu viens de terminer le journal? Non, d'accord, viens, on prend un verre à la maison. Quand tu arrives, petite causerie, et puis là, tu sais quelque chose? Non. Béatrice, s'il te plaît, un verre. Quand elle arrive, c'est avec qui tu viens de te séparer là? C'est votre Béatrice. Ta Béatrice là, c'est elle qui vient servir. Tu fais comment? C'est vrai que je préfère notre prénom, parce que Béatrice, c'est le prénom de ma maman. Ah, ok. Bon, donc je préfère pas ce prénom-là. Judith. Voilà, prenons par exemple Judith. Moi, si dans cette situation-là, si c'est le verre d'eau, je le consomme. Si c'est un verre de whisky, je le consomme sans m'attarder sur ce cas. Vraiment, c'est pas mon sujet. Je ne suis pas venu pour ça. Sans rien dire du tout. Elle me sert et elle va bien me servir. Si c'est à manger, je vais bien manger et je vais partir sans dire mot. Concernant justement cette situation, je pense que c'est la plus belle gifle qu'elle puisse recevoir, parce que la personne qui va passer le temps à se juger, ça va être elle. Elle va d'abord trembler. Elle va vivre ça pendant longtemps, et à partir de ce moment, vous êtes même spécialement bavard. Vous êtes spécialement bavard et vantard. Vous parlez comme si ton pote qui me dit, vous savez, c'est une très belle femme, ainsi de suite. Mais vous savez que dans ce genre d'affaires, pour dire vrai, le pote en question, il n'a pas trouvé cette fille par hasard. Si c'est votre ami et que vous fréquentiez régulièrement, ça veut dire qu'il y avait du tapé d'eau entre-temps. Hein? Mais s'il vous invite pour penser vous narguer, vous faites tout pour les narguer encore un peu plus. Non, mais il n'est pas au courant, lui, l'ami n'est pas au courant. Ben, ça va être difficile pour qu'il soit au courant. Donc l'un de vous est c'est la fille qui joue au double jeu. Ça va vraiment être difficile. Ça veut dire que ce n'est pas votre ami.
parce que c'était votre meilleure petite. Il n'y a pas de raison que votre ami ne connaisse pas votre meilleure petite. Maintenant, si c'est arrivé, ça veut dire, moi je pense qu'il y avait un tapé d'eau. Maintenant, si c'est démontré qu'il n'était pas au courant, et ainsi de suite, naturellement, vous n'allez pas l'embarrasser, il n'a rien fait de mauvais. C'est vrai aussi que nous les hommes, on a beaucoup de petits. Alors, je me sers, je mange et je pars, tout simplement. Elle revient le lendemain matin. Non, il fait quoi? Ouais, tu sais que c'est monté, descendu. Monsieur, merci d'être passé ce matin sur le plateau. On représente que vous souhaitez un très bon début de semaine. On va pour le week-end a été, donc sans commentaire. Voilà. On va souhaiter une très bonne journée à Sharon Enyege qui est en service au ministère des Relations extérieures. C'est bien sûr de la part de Agnès Mandandé. Et puis on va penser au commissaire de police Soya Alain. Du côté de Bafan dans le Onkam, on n'oublie pas l'inspecteur de police principal Ngwa Esso José qui nous regarde certainement ce matin. Bien de choses à vous. Monsieur, on vous accompagne avec la publicité, avec nos différents partenaires. Rendez-vous ce soir pour le journal de 20h. Vous avez du pain sur la planche pour la journée. Et puis, revenez-nous demain. Très bonne journée. Et puis notre collègue Norbert Olivier Baudet, en service à la rédaction centrale division 4, qui souhaite un joyeux anniversaire à sa sœur cadette. Il s'agit de Clarisse Ngossol, qui a un an de plus ce 17 juillet. Jean-Jacques. Une Charlotte Zambita, qui est enseignante dans l'extrême nord. Voilà. Très bien, bonne fête à toutes les Charlottes. On reviendra sur d'autres Charlottes tout à l'heure. Alors on va commencer dans la revue de presse ce matin par un journal, Éco Matin. Éco Matin, le journal spécialisé en informations liées à l'économie et aux finances qui est dans les kiosques ce matin, nous parle abondamment d'économie ce matin avec naturellement les projets structurants et ce bilan suffisamment mitigé selon notre confrère ce matin qui jette également un regard sur l'état de santé de l'économie du Cameroun, cette économie qui fonctionne au rythme du prix du baril du pétrole sur le marché international. Le journal parle également de ce plan d'instructuration structurel avec le Fonds monétaire international, ce qu'il faut attendre derrière ces engagements du Cameroun avec le FMI. Mais l'événement ce jour, c'est justement le 100e numéro d'Éco Matin. C'est d'ailleurs ce chiffre 100 qui barre la une du journal ce matin, qui profite d'ailleurs pour nous tracer un peu son parcours. La presse spécialisée qui commence à prendre corps dans notre pays. Le 100e numéro d'Éco Matin donne par exemple la parole à plusieurs spécialistes et experts des questions de communication sur le comment et le pourquoi, mais notamment la place qu'occupe désormais la presse spécialisée dans le paysage camerounais. Xavier Messé qui parle de l'avenir de la presse spécialisée qui est devant elle dans notre pays. Le directeur des rédactions du groupe L'Anecdote intervient dans ce dossier proposé par le journal Éco Matin pour son 100e numéro. Parole également à Aman Mana, le directeur de publication du quotidien Le Jour, qui parle d'Éco Matin, qui s'est lancé dans un contexte tout à fait difficile. Il explique d'ailleurs le contexte de naissance d'Éco Matin. Parole également à Thierry Ndongowona, le directeur de publication Journal Intégration, qui parle également de cette presse spécialisée. Il dit qu'il est la question de donner un peu plus de parole aux économistes dans les colonnes d'Éco Matin. Thierry Kouti, le directeur de publication du quotidien de l'économie, journal également spécialisé en économie, qui dit justement qu'ils ont vu juste, lui, le quotidien de l'économie, mais également à Éco Matin, compte tenu de ce marché qui s'ouvre devant la presse spécialisée, notamment la presse économique à travers le permutation, tout en nous proposant, comme on le voit à partir de la grande une, le boucher de Kousiri. La même affaire barre la une de Guardian Post ce matin qui parle de ce jeune gendarme justement qui a finalement abattu 4 personnes du côté de Kousiri. Parmi ces 4 personnes, son chef hiérarchique, dans une affaire en tout cas qu'essaye de tisser le Guardian Post, le journal d'expression anglaise qui est dans les kiosques ce matin en présentant naturellement la photographie de quelques victimes de ce coup de sang de ce jeune gendarme de 23 ans du côté de Kousiri dans le Logon et Jari à extrême nord du Cameroun, va-t-on le dire. Plusieurs journaux évoquent également cette affaire, tout comme l'affaire aujourd'hui qui parle de notre drame. Ce sont ces 34 éléments du bataillon d'intervention rapide noyés à Dibuncha. On le sait, l'information circule depuis hier, pratiquement autour de 6 heures du matin, date justement de la survenue de ce drame. Le bateau baptisé Moudemba, naufragé avec à son bord plusieurs officiers supérieurs de l'armée
et une douzaine de civils. C'est la grande une du bi-hebdomadaire L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Et l'affaire n'est pas du tout anecdotique. D'ailleurs, un communiqué signé du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense resitue encore les circonstances de cet incident. Ce bateau qui a chaviré, 34 éléments. Quelques sources également relayées par L'Anecdote ce matin indiquent qu'on aurait récupéré 3 rescapés dans le cadre de cette affaire qui est également située par notre confrère qui parle également déjà à partir de la vision de la rédaction signée comme d'habitude Xavier Messé, l'affaire Monseigneur Bala, raison et brouillard autour de cette affaire, beaucoup de zones d'ombre selon la proposition faite par le journal L'Anecdote ce matin. On parle également de cette attitude qui divise finalement l'Église catholique. Sur les 5 archidiocèses métropolitains que compte le Cameroun, 4 exigent que toute la lumière soit faite sur la disparition de Monseigneur Bala avant inhumation. Un seul archidiocèse métropolitain estime que pour la paix, il faut inhumer le défunt et s'en remettre à la justice divine. C'est en tout cas la note signée, comme d'habitude, Xavier Messé ce matin, autour de la raison, mais également de ces zones d'ombre nombreuses relativement qui accompagnent cette disparition de l'évêque de Bafia. Parlant justement de ces zones d'ombre, une lecture questionne justement la position des évêques. Ces différentes questions sont soulevées par notre confrère ce matin. Elles sont bien nombreuses. L'Église catholique et les évêques du Cameroun qui disent depuis le 13 juin être convaincus de ce que Monseigneur Bala a été assassiné, mais problème, jusqu'à présent, aucune preuve. Et le journal le rappelle qu'après avoir annoncé justement cet assassinat, Monseigneur Samuel Kleda précisait qu'ils ne sont pas des enfants, ils sont des hommes sérieux. Lorsqu'ils parlent, c'est qu'ils ont des preuves. Jusqu'à présent, aucune preuve présentée. Le journal va encore un peu plus loin en rappelant qu'un médecin évêque était également dans l'équipe qui avait réalisé la première autopsie. Ça veut dire que normalement le clergé devrait avoir des éléments précis, moutus et bouche cousue jusqu'à présent. On parle également de ce vide autour de la communication téléphonique, la dernière réalisée par Monseigneur Bala le 30 juin à 22h47. Rien n'a été dit, tout comme rien n'a été dit autour des 3 lettres adressées au pape, aux nonces apostoliques et à l'évêché de Yaoundé. Beaucoup de zones, on va le dire, assez sombres aujourd'hui, au point où le journal parle de jeu trouble des évêques autour de cette affaire. L'affaire Monseigneur Bala, à la grande une du quotidien Émergence ce matin, les 4 évêques d'Afrique centrale maintiennent la thèse de l'assassinat selon le décryptage du communiqué final effectué par le quotidien Émergence ce matin, en précisant justement que les évêques d'Afrique centrale ont parlé de mort tragique et du coup le journal conclut en indiquant justement qu'ils sont tous d'accord et parlent tous d'assassinat de Monseigneur Bala, en rappelant aussi que c'est aujourd'hui que le corps devrait être récupéré pour inhumation par la grande famille catholique. Dans les kiosques également, à travers le quotidien Émergence, on note encore quelques questions autour de l'attitude des pouvoirs publics. D'ailleurs, le journal ne passe pas par 4 chemins pour indiquer dans les colonnes, et ces colonnes ce matin, que l'État veut finalement forcer la main. Ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale après justement une petite transition, tout d'abord avec cette très belle chanson de Martine Nongalais, mais également avec nos différents partenaires. On va rappeler également que vous pouvez nous suivre, vous pouvez suivre Vision 4 sur votre tablette, votre téléphone ou smartphone. Vous tapez simplement Vision 4 sur Google Play et vous pouvez nous suivre en direct comme le fait le jeune René, monsieur René qui nous regarde avec son épouse en ce moment du côté de Kondingui. Merci de rester fidèle à la matinale depuis votre tablette. Voilà. Une très belle histoire racontée par Martine Nongalais dans cette chanson. Hein. Oui. C'est quand même bizarre que tu viennes de te séparer avec j'ai failli dire Tanga, comme on dit au quartier, avec ta copine. Et puis après, quelques minutes après, un ami te dit, gars, tu reviens, copine bien chère à la maison. Quand tu arrives chez lui, qui vient te servir? C'est ta copine avec qui tu viens juste de te séparer. Tu réagis comment, Byron, dans ce cas? Je demande d'abord, c'est ta femme.
Je pose d'abord la question, parce qu'il peut arriver que je sois le second. Je vais essayer de me rassurer. Depuis combien de temps? Parce qu'il peut arriver que j'ai trahi mon pote avec sa femme. En tout cas, on va y revenir avec Jean-Jacques. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour, Rapi Byron. Bonjour, Sidoine Moncam. Bonjour à tous les téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent, qui sont par exemple transportés par Happy Morning sur Satellite FM, l'émission qui est en ondes en ce moment. Alors ce matin, on célèbre les Charlottes. On va souhaiter bonne fête à toutes les Charlottes et les Marcelines qui sont à l'honneur. On pense naturellement à notre Charlotte internationale, Charlotte Dipanda. Très belle voix, à qui on va dire bonne fête et bien de choses. Ce matin, je pense à une amie, Charlotte Nyama également, à qui je fais un gros coucou ce matin. Toutes les autres Charlottes, peut-être que vous en connaissez certaines. Au but de Marceline, je vais penser à Nganahal Marceline, Madame Epouté du côté de Simaline qui nous regarde. 100e numéro d'Écho Matin qui est célébré ce matin. La presse également parle essentiellement de la sortie des évêques d'Afrique centrale au sortir justement de cette conférence, la 11e session de l'Assemblée générale plénière des évêques d'Afrique centrale qui s'est refermée hier ici à Yaoundé au Cameroun. Les évêques se sont dit encore choqués suite au décès de Monseigneur Bala. C'est ce que retient par exemple Mutation ce matin. Dans le communiqué final, les évêques parlent justement du décès tragique de l'évêque de Bafia et du coup, selon notre confrère, puisque l'extrait du communiqué proposé par Cameroun Tribune ce matin rappelle la volonté des évêques d'Afrique centrale tout en présentant justement les condoléances à la grande famille épiscopale du Cameroun, mais pense également que tout devait être mis en marche pour que vérité soit faite autour de ce décès dit-on tragique selon le communiqué des évêques d'Afrique centrale de Monseigneur Bala. Cette affaire qui divise de plus en plus l'Église et on sait également que c'est aujourd'hui en tout cas que l'Église devrait récupérer la dépouille du feu évêque de Bafia. L'Église récupère le col de l'évêque ce jour, affirme également Mutation comme plusieurs autres titres dans les kiosques ce matin, non sans rappeler les communiqués qui ont précédé et qui indiquaient justement dans le cadre de, cette affaire que les autorités judiciaires et celles chargées des enquêtes également invitaient la grande famille catholique à récupérer justement ce corps, ce qui devrait être fait aujourd'hui selon les informations proposées par Mutation, qui consacre cependant sa grande une à ce qu'il considère comme la boucherie de Kousséri en présentant Jude Roumessi comme le boucher de Kousséri. C'est ce jeune gendarme âgé de 23 ans qui a abattu de sang-froid vendredi dernier son supérieur, le capitaine Ondoa, deux collègues, Bébé et Carole Ndengekebe, ainsi qu'une civile, Virginie Ndjakouda, dans cette affaire qui n'a pas encore dévoilé ses véritables mobiles. Les circonstances du drame sont cependant proposées par Mutation ce matin, qui parle également en termes d'évocation de cette guerre dont la guerre, le jeu de mots indique justement que nous sommes dans le Septentrion, une région qui connaît la guerre aujourd'hui contre Boko Haram, malheureusement dont des compagnies dans les escadrons semblent encore régner des guerres dans les guerres. C'est cette évocation qui est proposée justement